Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série de Bada. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bada pendant lequel je vais pour la deuxième fois recevoir Marion Godefroy-Taillard de Borms, historienne et docteur en histoire de l'EHESS, autrice avec Xavier Dectaux. Je ne sais jamais si on dit autrice ou auteur, mais apparemment autrice est en train de l'emporter. Alors on va dire autrice avec Xavier Dectaux de À la table de l'histoire et aussi autrice d'une publication, d'une biographie gourmande de Napoléon qui s'intitule « Que mangeait-il » Eh bien, nous avons abordé de nombreuses périodes pendant notre premier entretien la semaine dernière, mais arrêtons-nous un instant sur Napoléon. Que mangeait-il ? Que mangeait-il ? Alors, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça pour un historien. Parce qu'on part à nouveau d'une légende noire. C'est-à-dire de manger pour manger, se nourrir pour se nourrir. Et donc, en l'occurrence, pour Napoléon, puisqu'on est dans, soi-disant, quelqu'un qui n'est pas un réel aristocrate, quelqu'un qui n'a pas vraiment de culture, quelqu'un qui est à la limite un petit peu soudard pour certaines écritures, quelqu'un qui ne mange pas ou qui mange vite. C'est vrai qu'il n'a pas de chance. Face à lui, il a les tables de Talleyrand, il a les tables de Cambacérès, qui sont des tables extrêmement raffinées. Oui, si on veut bien manger, on va chez Cambacérès. Si on veut manger mal, on va chez Lebrun. Si on veut manger vite, on va chez moi. Exactement. À Napoléon. On lui prête cela, mais vous savez, on ne prête qu'aux riches. Et il se trouve que Napoléon, même s'il n'est pas, entre guillemets, un gourmet, comprend l'importance de la table. Et il réalise à lui seul quelque chose que la monarchie n'a pas réalisé. C'est-à-dire, il met en place, il fait imprimer sous un format poche pour que chacun puisse l'avoir, ce qu'on appelle l'étiquette impériale. C'est-à-dire que Napoléon, et on ne le sait pas forcément, qu'il parte en guerre, qu'il soit au château, il décide de codifier la façon dont il mangera en public. Et on se bat pour ces invitations, c'est-à-dire on se bat pour, lorsqu'il part dans telle ou telle campagne et qu'on l'accompagne, au moins en France, une partie de la cour, être invité à sa table. Et sa table est une des plus belles. Le mariage de Jérôme-Napoléon est fait par Marie-Antoine Carême, et c'est l'un des meilleurs cuisiniers de l'époque. Enfin, c'est surtout à la fois la synthèse du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, c'est-à-dire que il est entrepreneur et il existe par son propre nom, sa propre marque. Et Napoléon comprend extrêmement bien tout ça. Et c'est pas un hasard si, pour cet homme qui mangeait si mal, on le représente quand même, en toile, ou à son banquet de mariage. C'est autour de lui, vous l'avez dit, Cambacérès, Talleyrand. Talleyrand surtout, peut-être, a un usage politique de la gastronomie et du banquet. Il a un usage qui est un usage extrêmement classique, mis en place depuis le XVIIIe siècle et qui est donc effectivement politique. Il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a tendance à imaginer qu'on ne mange qu'avec des personnes qui nous plaisent, et dans un cadre qui est souvent familial. Dans un cadre professionnel, on évite de manger avec ses concurrents. C'est pas le cas au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, quand on lit les mémoires, et au XIXe également, vous mangez parce que vous appartenez à une société. Même si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, même si vous êtes concurrent, même si vous êtes opposant politique. Et Talleyrand comprend extrêmement bien tout ça. Et à chaque fois, il faut montrer par le raffinement de sa table sa puissance. Donc on ne se gave pas. On fait des choses extrêmement fines. On utilise effectivement la lumière. C'est à ce moment-là où on va travailler les objets en hauteur. La pièce montée d'Antonin Carême, le super croquant-bouche dont on a hérité encore aujourd'hui à tous les anniversaires, mariages, etc., c'est son invention. Mais c'est son invention pourquoi ? Parce que lui a sur la table tout le travail des maîtres orfèvres, donc de magnifiques flambeaux de chez Audio qui mesurent jusqu'à 1 mètre de haut. Il a tout le travail de la manufacture de Sèvres avec des surtouts, et il doit poser ses pièces. Et on comprend que les pièces qu'il pose doivent être en hauteur, de manière à ce que dans l'ensemble du dispositif, on ait bien le maître-queue, le maître orfèvre et le porcelainier. Et que les trois montrent un art total de la table. Alors, vous avez prononcé le nom de Carême, et plus tard, on en sera nécessairement amené, mais prenons de l'avance à prononcer celui d'Escoffier. On avait parlé d'Apicius, on avait parlé de Talleyrand, Taillevent. D'abord, est-ce que j'oublie un nom important dans cette chaîne-là ?
Oh oui, on pourrait citer quand même tous les disciples d'Antonin Carême, et avant lui, on peut citer Vincent Lachapelle, par exemple, qui codifie et qui fait laver les légumes à un moment donné où l'eau, c'est quelque chose dont on se méfie parce qu'on peut en tomber malade, par exemple. Vous avez des gens comme Jules Gouffet aussi, qui sont ses disciples. Donc, il y a quand même une lignée importante de maître queux. Mais quel apport spécifique est celui de Carême et quel apport spécifique sera celui d'Escoffier? Les deux apports, ce sont des apports professionnels d'une image. Carême, quand vous ouvrez l'un de ses livres, c'est le premier à faire reproduire sa signature. Quand il fait des pièces montées, ce sont des pièces montées avec un type de modèle. Et par exemple, si ce sont des musiciens, il va faire mettre des petites pastilles en lyre et il va mettre sa signature. C'est-à-dire qu'il existe de manière entrepreneuriale, seul, comme Ducasse aujourd'hui. Il n'est pas toujours là, mais c'est lui qui dirige. Et comme Ducasse, il a la volonté ferme de transmettre son savoir. Les productions écrites de Carême sont nombreuses, elles sont dictées, mais importantes. Et comme Ducasse, il a la volonté aussi de mettre en scène son ascension sociale. C'est-à-dire qu'il va raconter qu'il est un enfant abandonné. Bon, des enfants abandonnés à Paris, ça veut simplement dire on travaille à partir de 12 ans. Donc, c'est pas commun, mais en général, ça peut être la règle dans nombre des familles. Il dit « Je suis fâché avec mon père », c'est son père qui signe son acte de mariage. On met l'idée en place de la cuisine, c'est une ascension sociale. Puisqu'on va servir les plus grands, on va devenir aussi l'égal des plus grands. Et ça, on le retrouve chez Ducasse. Escoffier, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tout cela et il a la très grande chance d'avoir une femme avec lui, qui est fille d'un libraire-imprimeur, qui va lui permettre de rayonner par l'écrit, et l'écrit par son guide culinaire, mais aussi l'écrit par la mainmise sur la profession, c'est-à-dire par toute une littérature technique, l'art culinaire ou la revue culinaire, qu'il va dominer pour imposer son nom. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais face à Escoffier, on avait quelqu'un qui s'appelait Jules Favre, qui est l'auteur du plus beau dictionnaire de la gastronomie française, et qui avait fait aussi un travail important, qui était un Suisse. Mais moins d'appui. Il ne travaille pas avec Prosper Montagnier, il n'a pas les journalistes, il n'a pas un organe. Donc toute cette culture, cet art qui se met en place, technique, c'est Escoffier qui le maîtrise. Oui, et que comme pour continuer la comparaison avec Ducasse, il y a une maîtrise aussi des réseaux de communication du monde des journalistes et de l'influence qu'ils peuvent avoir, qui est dans les deux cas, qui a atteint une extrême efficacité. Je crois d'ailleurs, c'est même pas maîtrisé, c'est dominé. Oui. Le mot est juste. Nous n'avons parlé jusqu'à maintenant presque que de l'évolution de la gastronomie chez les riches et les puissants. Mais dans le peuple, en tout cas dans le peuple qui a les moyens de se nourrir, et qui n'en est pas réduit à prendre tout ce qui se mange, faute d'avoir la possibilité de choisir, et si on reprend, ce qui est un vaste survol, si on reprend la période depuis le Moyen-Âge jusqu'à Escoffier, qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qu'on mange? Alors la grande différence entre les élites et entre guillemets les classes moyennes, comme on pourrait les qualifier aujourd'hui, c'est pas tant l'accès à des mets précieux que l'accès à des cuisines équipées. Tant qu'on ne pourra pas avoir des pianos de cuisson, des poêles, on ne peut pas finalement refaire la même chose. Alors ce qu'il y a, c'est que la haute cuisine, c'est comme la haute couture. Elle se diffuse de la même manière. C'est parce qu'on a un défilé Chanel tel en manchure qu'on va retrouver 5 ans après cette même manchure dans du prêt-à-porter abordable. La haute cuisine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il commence des idées, des expérimentations avec des pianos à gaz qui entrent en place dès le XXe siècle, avec des frigos qui vont changer d'un seul coup tous les temps de repos, notamment en pâtisserie, et en pâtisserie aussi avec des fours électriques. Toute la pâtisserie de Gaston Lenôtre, qui est une pâtisserie de macarons, elle a pu être faite parce qu'il y a ces fours électriques qui sont extrêmement précis et qui assèchent à très basse température. Les premiers essais, quand on fait par exemple certains poissons, pour avoir des turbos, on les faisait dans des fours électriques parce qu'on pouvait en mettre plusieurs et avoir une régularité de cuisson. Donc cette technique-là, tant que, entre guillemets, les arts ménagers, les merveilleux arts ménagers n'entrent pas dans nos cuisines, on ne peut pas vraiment
les reproduire. Alors, ils sont affichés, on peut les goûter, parce que les prix, vous avez toute une clientèle qui va chez Fernand Point, et pas seulement une clientèle d'élite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on ne peut pas encore les refaire chez soi, sauf effectivement quelques rares autorités. Cette visite au grand restaurant, il y avait là. Est-ce qu'elle n'est pas comme ça a été pendant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e, jusqu'à la guerre de 14, il y avait la visite au grand écrivain, qui est une chose que le touriste ou le jeune homme, plus que la jeune fille d'ailleurs, se doit de faire. Mais la visite au grand restaurant, est-ce que ça commence tôt? Est-ce que c'est une constante qui se répand dans l'ensemble des classes moyennes? Évidemment pas dans les classes qui ont des moyens inférieurs aux classes moyennes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rituel pour lequel on ne craint pas de casser sa tirelire? Oui. Alors, de même que Victor Hugo visitait Chateaubriand, on fera la visite au grand restaurant à partir des années 1880, c'est-à-dire à partir du moment où le restaurant existe, comme aussi échange de cette sociabilité, et surtout où les femmes peuvent y être admises. C'est le grand génie d'Escoffier d'avoir trouvé une manière de ouvrir ces restaurants qui avaient souvent des petits salons. Par exemple, au Fouquet's, vous avez encore des salons au premier étage. Il y a encore des restaurants qui fonctionnent par salon. On peut discuter d'une manière beaucoup plus intime de tel ou tel sujet. Et le restaurant qui va être dans une salle ouverte, on dirait l'open space aujourd'hui. Et dans cette salle ouverte, forcément, on rivalise. Donc, on fait descendre les femmes, on multiplie la clientèle par 2 et on invente également le tea time. Donc, à partir de là, le restaurant devient comme être invité à un dîner chez un particulier était important. La visite au restaurant devient également importante pour être vue. Pour être vue et pour exagérer un peu. Et exagérer. Et le fait de ne pas être en salon est important aussi pour les commandes, parce que les tables entendent ce qui est commandé à côté. Et donc, forcément, si vous vous trouvez face à un concurrent, vous allez vouloir commander quelque chose de supérieur en termes de technique, en termes de mets. Ce n'est pas un hasard si à ce moment-là, quand on regarde les expositions ou les antiquaires, vous avez d'un seul coup un développement de la vaisselle absolument fabuleux autour des pinces à asperges. Quand on regarde le nombre de pinces à asperges qui ont été inventées par les orfèvres, on a l'impression qu'on ne mangeait que des asperges. Mais c'est un très joli signe de magnificence qui vous distingue. Et qui en plus risque de vous poser des problèmes, car l'asperge, d'une part, il faut savoir la manger si on veut avoir l'air d'être bien élevé. Il y a un rythme. Est-ce qu'on mange tout? Est-ce qu'on ne mange que le verre? Avec quoi on le mange? Avec les doigts ou pas avec les doigts? Qu'est-ce qu'on fait de la partie qui reste si on ne la mange pas? Et c'est une des questions rituelles posées aux candidats au Club des 100, qui est avec quel vin mange ton asperge. Mange ton asperge. Quelle est votre réponse? Je n'en ai pas, car je ne choisis jamais les vins. Ce n'est jamais moi. Mais c'est vrai, et Benjamin Franklin, quand il avait fait sa visite à Paris, quand on relit ses mémoires, est déjà outré de la façon dont les Français mangent des asperges et ne comprend pas les débats autour de la façon dont on mange les asperges. C'est pourtant, ça a été à un moment donné une sorte d'examen de réussite sociale que de manger, que de savoir comment se comporter avec les asperges qu'on vous sert. Pour le vin qu'on sert avec les asperges, Alors, quelle est la réponse? Écoutez, normalement, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, ça n'est pas une réponse qui peut être acceptée, notamment dans une sorte de concours, ou en tout cas d'examen d'admission, comme celui du Club des 100. Et donc, la réponse qui, m'a-t-on dit, je ne suis pas membre de cette honorable institution, qui, m'a-t-on dit, est la plus facilement acceptée, c'est soit le champagne, soit un vin un peu fumé comme le Condrieu, par exemple. D'accord. À propos d'ailleurs de Club des 100, de quand date sa fondation? Enfin, je ne parle pas de l'année, c'est pas important, mais en quoi est-ce que ce club représente justement une des étapes de la gastronomie? C'est une étape importante parce que c'est l'étape où d'un seul coup les maîtres queux sont reconnus à l'égal et peuvent entrer dans un club à l'égal du comte de Rothschild ou de telle élite. Donc on est aussi sur la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Ça reste un club extrêmement fermé encore aujourd'hui. Que des hommes. Que des hommes, pas de femmes. Vraiment, c'est une ascension sociale. Et ça c'est intéressant parce que c'est un exemple argument de la fin de la progression sociale entre ce taïwan, mais qui restait, même s'il était un officier de la maison,
Et ces maîtres queux qui sont admis au Club des 100 à l'égal en tant qu'entrepreneurs et détenteurs d'un savoir des autres membres. Alors, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les meilleurs ouvriers de France. Est-ce qu'il y a une tendance qui leur est commune? Et d'ailleurs, c'est les meilleurs ouvriers dans quel domaine précisément? Parce qu'il y a cuisinier, il y a pâtissier, il y a etc. Alors, le concours est créé après la Grande Guerre dans l'idée de valoriser l'apprentissage manuel, notamment. On est dans ce moment aussi où on est dans l'exode rural qui prendra fin en 1931. Donc, il faut trouver des métiers pour travailler à la ville et qui ne soient pas simplement porteurs de journaux. Différentes sections sont créées et la section cuisinier-cuisinière, au sein de la restauration, est une dernière. Alors, c'est un concours particulier parce que pendant longtemps, il a été aux mains des fédérations pour la cuisine d'hôtellerie. Donc, par exemple, le jury qui était celui de Paul Bocuse lorsqu'il a passé, c'était un tiers, par exemple, de membres de la fédération hôtelière, un tiers d'ouvriers et un tiers de patrons. Donc, on était sur un concours qui était aussi presque une cooptation. Quasiment. Le concours a beaucoup changé et il a changé principalement grâce à ceux qui y sont aujourd'hui, c'est-à-dire Christophe Quentin notamment et Jacques Maximin. Pourquoi ? Il y a une grille de notation qui est mise en place et il y a un anonymat des candidats qui est voulu. Donc on s'extrait de tout ce qui est les scissions dans chaque classe de métier. Et les scissions chez les cuisiniers, c'est quoi ? C'est les francs-maçons, c'est les compagnons, et c'est les écoles, les écuries du Casse, écurie Maximin, etc. Cette importance de la franc-maçonnerie dans la cuisine est constante ? Oui, et c'est très curieux, mais la franc-maçonnerie, les premiers francs-maçons, bon, Antonin Carême était franc-maçon, Vincent Lachapelle était franc-maçon, mais c'était aussi à l'époque où il y avait, on peut pas dire une loge à chaque coin de rue, mais quasiment. Ce qui est plus étonnant, c'est d'y demeurer, effectivement. Je crois qu'il y avait, mais je me trompe sans doute, la loge L'Olivier, auquel appartenait Joël Robuchon également. C'est ainsi. On n'en tire pas de conclusion particulière. Non. Alors, peut-être un dernier mot sur cette histoire de la gastronomie. Quand on arrive à la période contemporaine, mais vraiment contemporaine, c'est-à-dire les 10 dernières années, pour vous, quelles sont les caractéristiques qui dominent ? Une absence de codification. Quand on regarde le travail magnifique qui a été fait par Claude Lebet, qui était un critique, aux éditions Robert Laffont, dans les années 1970, où vous avez la cuisine minceur de Michel Guérard, où vous avez la cuisine du soleil de Roger Verger, où tous écrivent et codifient ce qu'est ce mouvement. Quelle collection, aujourd'hui, est présentée par un éditeur rassemblant tout ça ? On a des livres qui rassemblent les meilleures recettes de MOF, c'est pas une codification. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. On a des livres qui nous disent à la table d'Anne-Sophie Pic ou etc. C'est pas une codification, c'est ce qu'elle fait dans un restaurant. C'est quoi une codification ? C'est quand on est passé, par exemple, des épices au travail des herbes. Quand on est passé du roux au travail du jus. Là, aujourd'hui, pourquoi c'est pas écrit ? C'est une vraie question. Je vous remercie. Je vous propose que nous interrompions notre conversation, mais c'est pour la reprendre dans notre prochain rendez-vous. Et là, nous parlerons d'un sujet que vous avez étudié, qui est celui d'un établissement en particulier, c'est-à-dire le Fouquet's. Marion Godefroy-Taillard de Worms, merci et à la semaine prochaine.